Holacracy. Donc, je viens de vous parler d'Hyperloop TT, ou comment est-ce qu'on est en train du coup de construire un nouveau mode de transport de masse. Je voudrais maintenant m'attarder plus spécifiquement sur la puissance de notre modèle de contribution qui, encore une fois, est au cœur de la discussion aujourd'hui. Alors, une question qui sera pour le coup un petit peu rhétorique, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une super idée pour laquelle vous serez prêt à tout arrêter, mais pour laquelle vous n'avez pas assez d'argent pour embaucher tous les cerveaux dont vous avez cruellement besoin? Ou alors, est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre l'histoire d'un entrepreneur qui vous donne cette impression-là? C'est en gros d'être un peu prêt à tout pour y arriver. Je suis sûr que pour la plus grande partie d'entre vous, en tout cas je l'espère, la réponse à cette question est positive. Nous, notre fondateur, lui, il ne s'appelle ni Bill Gates ni Jeff Bezos, il s'appelle Dirk Alborn, c'est la personne que vous voyez en photo. Et lorsqu'il a voulu se lancer dans l'aventure Hyperloop, il n'avait pas des poches suffisamment profondes pour financer une équipe d'ingé et d'experts comme celle qu'il faut ou qu'il fallait, en tout cas à l'époque, pour craquer l'une des technos, en toute humilité, les plus compliquées aujourd'hui dans la planète. De manière générale, pour vous donner un peu de contexte toujours, l'argent que lève une startup, on aime bien se dire, on en réfléchit, ça sert avant tout à financer du talent, en tout cas dans les premières étapes de la création de quelque chose comme l'Hyperloop. Plus tard, ça va évidemment servir aussi à financer de l'infrastructure. Mais vous pouvez avoir la plus belle idée au monde. Si vous n'avez pas les personnes capables de vous aider à la créer, à l'améliorer et à la déployer, il y a peu de chances que ça marche. Une entreprise, moi je viens d'un background de sociologie des organisations, et ça reste avant tout une organisation humaine. Beaucoup d'employeurs ont beau en avoir conscience, ils ne font rien. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Là, je vous ai sorti une phrase que j'aime bien d'un numéro du MIT Sloan, de la Management Review, qui se consacre spécifiquement sur ce sujet-là. Nous, aux origines de notre modèle de contribution, il y a vraiment une réflexion qui est profondément humaine sur le pourquoi on fait ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup, à titre personnel, la vidéo des moonshots de Google. Si vous l'avez déjà vue, vous voyez de quoi je parle. Sinon, je vous invite à aller la regarder. Je l'aime beaucoup parce qu'elle rappelle ça. On fait les choses par croyance, non par savoir. On se donne à fond sur une aventure parce qu'on y croit, parce qu'on est inspiré, parce qu'on a un peu ce feu qui prend au bide dès qu'on commence à penser à cette idée. Dirk, du coup, notre fondateur, lui, au départ, il vient du monde du crowd equity et de la NASA. Et au début de l'aventure Hyperloop, lorsque le sujet est devenu un peu populaire, suite notamment à un tweet d'Elon Musk, il s'est dit que pour attirer des cerveaux en recherche de ce feu, en fait, de la manière la plus ouverte possible, il pouvait proposer des stock options contre du temps. Il pouvait rémunérer de l'expertise en options d'achat sur les actions de l'entreprise à l'avenir. Et c'est vraiment là la base de notre modèle de contribution. On rémunère de l'expertise en stock options. Et au cœur de cette réflexion, du coup, il y a une vraie recherche de réponse à comment est-ce qu'on fait pour accélérer l'innovation tout en internalisant les meilleurs savoir-faire sans pour autant se retrouver face à une situation où on doit recruter en masse, mais on n'a pas forcément les fonds. Depuis qu'on a mis en place notre système de contribution, qui est en train d'être étudié, alors on parle par certains doctorants aux US, qui a déjà fait l'objet d'un paper à Harvard qui présente à grands traits, en gros, de quoi il s'agit. Nous, en tout cas, depuis qu'on l'a mis en place, on s'est rendu compte de plusieurs choses, de plusieurs avantages assez conséquents, qui étaient d'abord que, en fait, c'est un modèle très ouvert où il est facile d'embarquer des nouveaux talents sans devoir les embaucher. Par ailleurs, on a aussi remarqué, un peu en lien avec ça, que c'était très compatible avec d'autres activités. Et donc, typiquement, pour des hauts talents que des entreprises ont parfois du mal à fidéliser, c'était une manière pour les RH, en fait, de leur proposer une espèce de side project, une manière de donner un peu de temps sur un autre projet passion dans le cadre de leur fonction existante. Et donc, une manière, en fait, de montrer que l'entreprise est ouverte et qu'elle s'intéresse aussi au plaisir de ses employés. Par ailleurs, parce que c'est des stock options et que donc on n'est pas en train de parler d'un instrument liquide immédiatement, mais bien aligné sur la valeur future de l'entreprise, on a du coup nécessairement un alignement radical qui se fait dès le départ sur les intérêts long terme de l'entreprise. Ça veut aussi dire, en fait, dès lors qu'on commence à engager des personnes, dès lors qu'on commence à travailler avec des contributeurs, que chaque dollar investi chez nous ne va pas financer que le travail des employés, il va également financer le travail qui va être fait par des contributeurs, lui-même rendu possible du coup par le fait que l'entreprise est là, elle existe et elle avance. Donc en fait, on a une efficacité du capital investi qui est démultipliée. Et enfin, il y a un truc important, le fait que l'on travaille avec des contributeurs qui sont rémunérés en stock options, qui du coup ne sont pas des salariés, qui n'ont pas donc d'obligation
de travailler avec nous, ni de suivre forcément nos directives, nous, ça nous pose les employés dans une position où on est obligé de donner du sens à l'action et à ce qu'on fait. En quelque sorte, moi, j'aime bien résumer tout ça en disant que j'ai le sentiment qu'on est en fait dans un modèle qui arrive à tirer pas mal de choses très très bien qui se font dans le monde de l'open source sans aller dans les inconvénients en matière de propriété intellectuelle. Et c'est particulièrement important pour nous, une entreprise qui a pour but de licencier de la techno. Aujourd'hui, du coup, contractuellement, il faut savoir que toute la propriété intellectuelle des contributions va rester au sein d'Hyperloop. Tout un travail a été fait sur les contrats en ce sens. Grâce à cette approche à la contribution, Dirk, il a fait fructifier environ 60 000 heures de travail, c'est-à-dire l'équivalent de 30 temps plein pendant 1 an, pour produire la première étude de faisabilité sur le sujet Hyperloop au monde, et ce, sans avoir levé ne serait-ce qu'un seul dollar auprès d'investisseurs. Aujourd'hui, on a un écosystème d'à peu près 800 contributeurs qui sont dans une quarantaine de pays dans le monde. Et le modèle a également été étendu à des entreprises partenaires qui vont du coup ou bien nous donner du service en échange de stock options ou bien permettre à certaines équipes de leurs employés de travailler en mode projet sur certaines parties du système. Holacracy.